Donc, je suis très très heureuse d'être avec vous parce que j'ai bien eu la confirmation que si les IUT ont l'habitude de faire leurs assises à l'échelon régional, donc les ARIUT sont toujours très, très dynamiques dans ce domaine, ce sont les premières assises où je vais pouvoir dire en dehors de messieurs, parce que vous n'êtes que des hommes, si j'ai bien compris, les directeurs d'IUT, les directeurs de département, vous récidivez. Il n'y a pas de directrice de département? Ah! Voilà, elles sont où, les directrices? Voilà. Bien. Bon, parfait. Très bien. Parfait. Donc, c'est à la fois, donc, d'abord, messieurs les directeurs, mais c'est messieurs et mesdames, mesdames et messieurs. Voilà. Les directeurs, directrices de département. Et puis, surtout, je peux ouvrir, si j'ai bien compris. Il y a des enseignants aussi? Des enseignantes et des enseignants-chercheurs aussi, je suppose. Voilà. Donc, c'est tout l'intérêt, en fait, des IUT. C'est que, voilà, c'est comme dans les STAPS. On a des universitaires et des second degrés détachés dans le supérieur. Donc, on voit l'intérêt que ça peut avoir, évidemment, en termes de travail collégial. Et puis, je peux ouvrir. Et donc, saluer à la fois les inspectrices et les inspecteurs qui sont ici présents, les chefs d'établissement. Vous êtes où? Proviseurs et proviseurs. Oui, voilà. Très bien. Et puis, bien sûr, les directrices et directeurs délégués aux formations, si j'ai bien compris. Il y en a aussi? Voilà. Superbe. Et puis, les étudiantes et étudiants, parce que j'ai cru comprendre qu'ils sont partis, mais ça ne fait rien, je les salue. Je les remercie quand même. Voilà. Parce qu'ils ont fait un bon travail. Je suppose qu'on aura le temps d'en discuter un petit peu tout à l'heure. Donc, je suis très, très heureuse. Alors, d'une part, parce que les formations d'IUT m'ont toujours beaucoup passionnée. Les filières technologiques du scolaire et du supérieur m'ont toujours passionnée. Bon, après, STAPS, c'est sciences et techniques. Donc, voilà, on a un peu l'habitude dans le domaine. Mais c'est vrai que dans le domaine technologique, je trouve qu'on a eu beaucoup d'innovations et le travail avec les sciences pour l'ingénieur aussi. Et les IUT y ont participé aussi. Et c'est vrai que lorsque vous m'avez proposé de venir avec vous, j'ai pas pu m'organiser pour être à l'ouverture, mais on a essayé de trouver ensemble une organisation qui me permettait quand même de témoigner cet attachement, du recteur aujourd'hui que je suis, mais cet attachement qui n'est pas lié uniquement à ma fonction de recteur, vous l'avez bien compris, à ces filières de formation technologique. Donc, je souhaitais vraiment être présente, et c'est d'autant plus vrai que si ce ne sont pas les premières assises, ce sont les premières, en revanche, qui réunissent, comme je le rappelais tout à l'heure et comme vous me le disiez, donc le scolaire et le supérieur, les lycées, et puis, bien sûr, les IUT. Alors, en plus, j'ai regardé votre programme. Donc, c'est un programme où on a aussi ouvert le champ. Vous avez posé un peu sur la table les questions de professionnalisation, de durée des études. C'est vrai que la discussion avec la ministre s'était engagée avec les IUT au niveau national sur les questions de formation en 3 ans. Tout est open. Enfin, c'est open au sens de la discussion aujourd'hui. Comment on se mobilise encore mieux et toujours plus pour faire réussir mieux et avoir une diversité de parcours possibles, et des parcours qui, évidemment, ont quand même dans l'idée des parcours professionnels, des parcours professionnalisants, pour avoir dans l'idée que cette belle mission qui a été rajoutée aux missions des universités, qui est l'insertion professionnelle, soit réellement au rendez-vous. Et c'est vrai que la question du premier cycle aujourd'hui, compte tenu de la diversité des jeunes qui y accèdent, après tout, on l'a souhaité aussi, que les 3 voies de filières de formation dans les lycées puissent avoir accès, alors avec une dimension un peu particulière pour chacune des filières. Enfin, moi je le dis toujours, revenons quand même à l'origine. Voilà, le baccalauréat professionnel, c'est pour aller travailler. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on l'a créé, c'est pour l'insertion professionnelle de manière un peu courte,
Bon, après, la question, c'est avec ce baccalauréat 3 ans, c'est compliqué de s'insérer professionnellement. Et puis, pourquoi, au fond, on a joué la carte de la parité d'estime en mettant ce baccalauréat à 3 ans? Pourquoi, voilà, pour un pourcentage de celles et de ceux qui souhaitent poursuivre, pourquoi ne pas donner une réponse aussi? Et donc, la réponse, on la voit, il faut que ça soit une réponse qui soit en termes de réussite. Et quand on a suivi un baccalauréat professionnel, voilà, l'endroit où on peut suivre avec le maximum de chances de réussite, c'est plutôt évidemment en STS. Voilà. Donc le baccalauréat professionnel, c'est pour s'insérer immédiatement, comme le CAP, mais en même temps, on peut aussi jouer la carte de l'élévation du niveau de qualification, parce qu'une histoire de vie, un parcours, c'est jamais linéaire. Les filières technologiques, je rappelle qu'avec le travail qui a été conduit, alors parfois pas assez en termes de référentiel avec le supérieur, mais depuis on a rattrapé les choses. Voilà, la rénovation des filières technologiques assume pleinement aujourd'hui l'idée que c'est de la poursuite d'études, avec la carte de l'élévation du niveau de qualification à niveau 3. Et oui, à minima, c'est sa fonction. Sinon, pourquoi faire une filière professionnelle et une filière technologique? C'est sa fonction. Et quand on voit aujourd'hui, évidemment, les renforcements possibles avec la réforme du lycée général surtout, mais aussi technologique, avec des valences qui peuvent être fortes en matière technologique, voilà, on voit bien que cette carte-là, c'est pas pour s'arrêter. Au moins dans les filières, au moins le premier cycle, au sens générique. Voilà. Et puis on sait très bien qu'avec certains de nos profils en STI 2D, on peut aussi jouer la carte de ensuite la poursuite dans des écoles d'ingénieurs, on le sait bien aussi, parce que l'excellence, elle est partout, quel que soit, je dirais, que ce soit dans les STS, que ce soit dans les IUT, que ce soit évidemment, y compris à l'université ou en école d'ingénieurs, pour l'exemple que je donne. Et puis bien sûr, la voie générale, son but, c'est pas de s'arrêter, quoi. C'est la projection dans des études longues. Voilà. Donc, ce travail que vous avez à conduire, je dirais à la fois dans la réflexion que vous menez sur la diversité et participer à la diversité de ce premier cycle du supérieur qui doit offrir, je dirais, plus de flexibilité, plus de personnalisation dans les parcours, plus de réponses, y compris dans des adultes qui reviennent se former. C'était vrai là, c'est vrai en ce moment, mais sincèrement, ça va être bien plus vrai à l'avenir. Voilà. Donc cette réflexion que vous avez menée, elle est vraiment très, très importante et les IUT doivent contribuer, je dirais évidemment, à ces ambitions qui sont portées par la ministre sur avoir des opportunités diverses de poursuite dans ce premier cycle du supérieur avec le maximum de chances de réussite et puis de trouver son parcours et qui mène évidemment vers l'insertion professionnelle. Et j'ai regardé dans votre programme, voilà, depuis longtemps vous travaillez avec les branches, j'y reviendrai en conclusion tout à l'heure, mais voilà, l'idée c'est, il y a des réformes, en particulier la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui rebat les cartes dans beaucoup de domaines et en particulier dans une partie de l'alternance qui s'appelle l'apprentissage. Et c'est vrai qu'on a un travail de fond à conduire avec nos partenaires habituels, mais surtout de ces partenaires qui aujourd'hui vont avoir des compétences bien plus importantes, avec ce besoin de coordination aussi. Il ne faut pas non plus que chacun puisse faire le marché là où il a envie de faire son marché et qui introduirait dans les différents dispositifs de formation, et notamment en tout cas ceux qui nous concernent, sur le SRI, à côté de notre ministère, qui pourrait introduire sur des mêmes territoires ou des territoires voisins de la concurrence. On n'a pas du tout intérêt à jouer cette carte-là. Donc là, par exemple, sur ces formations en apprentissage dans les lycées professionnels, je suis en train de réfléchir
comme toutes les académies et avec le ministère, sur, au fond, comment on va porter cette affaire-là. Les CFA, éducation nationale, aujourd'hui, ils n'ont pas nécessairement l'ampleur nécessaire, puis c'est pas nécessairement le modèle qui est le plus abouti. Le modèle le plus abouti dans la formation tout au long de la vie, sur la partie formation continue, sont les GRETA, avec notre GIP, et les liens entre GIP et GRETA, parce qu'il y a une coordination académique et en même temps, il y a un développement dans les territoires, les GRETA fonctionnent bien, voilà. Donc on a une réflexion aujourd'hui sur quels sont les meilleurs outils, et il va falloir à un moment donné que sur ces outils, on marche ensemble, quoi. Donc c'est à la fois la qualité des relations qu'on a avec les branches, mais aussi essayer de réfléchir ensemble, voilà, pour être vraiment au rendez-vous avec des outils qui soient efficients, parce qu'on va avoir besoin de développeurs. Les CFC, les conseillers en formation continue, pardon, ils savent bien faire ça. Voilà, mais on n'avait pas de développeurs de l'apprentissage. Il y en avait dans les régions ou certaines régions qui pouvaient être utilisés pour les lycées professionnels, mais on n'en avait pas dans les CFA éducation nationale, par exemple. Voilà. Donc, ou très peu. Voilà. Donc, on a quand même des sujets de ce type, y compris à coordonner, et dans cette dimension qui est celle voilà, que vous avez mis en avant, évidemment, aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais quand même dire, c'est, comme je le dis hein, à nos formations de lycée, c'est qu'aujourd'hui, la réponse qu'on doit donner, c'est de montrer que nous sommes excellents, scolaires et supérieurs, parce qu'on est capable d'offrir des opportunités dans le domaine de la formation tout au long de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est capable, évidemment, en formation initiale, sous statut universitaire ou scolaire, d'avoir des réponses et un maillage territorial robuste, mais tout autant en apprentissage. Et comme les contrats d'apprentissage, ça va être jusqu'à 29 ans, vous voyez, on a quand même des opportunités. Donc, en formation initiale, donner une réponse. Mais cette réponse, elle ne peut pas se contenter de dire qu'on l'a bâtie pour la formation initiale. Ça peut être que dans le cadre d'un continuum de formation tout au long de la vie. Parce que, compte tenu des défis, et les IUT jouent un rôle très très fort, on a des défis. Ces défis, c'est quoi aujourd'hui ? On le voit bien que c'est un vrai sujet, la transition énergétique et la révolution numérique. Les IUT ont une place très forte, mais dans les lycées aussi, sur des formations de niveau 5 et de niveau 4. Donc on a des continuums à établir, à la fois sur l'élévation du niveau de qualification, et c'est cette carte-là qu'on doit jouer ensemble, mais en même temps dans un continuum de formation tout au long de la vie. La formation initiale, ça va être qu'une étape. Quand on va changer 4, 5 fois de métier. Et lorsque son métier ne disparaît pas, ça ne sera plus les mêmes compétences. Donc on va avoir à monter, je dirais, en compétences. Donc ça veut bien dire qu'au fond, on doit devenir ces lieux où tout naturellement, alors ça veut dire que ça pose des questions sur les calendriers, sur les ouvertures. Voilà, il faut arrêter de penser que voilà, il y a des vacances qui arrivent à tel et tel. Bon, voilà, ça va être. Ben oui. Enfin, pas sur la formation initiale. Je vous rassure. Mais sur la formation tout au long de la vie, dans ce continuum formation initiale et formation continue, accueillir des adultes de plus en plus. Non mais attends, c'est juste une question de survie, hein, je vous rappelle quand même. Hein. Parce que si nous, on n'y répond pas dans les lycées, dans les IUT, dans les universités, dans les écoles, si on n'y répond pas, d'autres y répondront. Et ici, on a l'habitude hein, d'y répondre dans le cadre d'offres privées. Sur l'apprentissage, par exemple, quand même au niveau scolaire, sur les 19 000 apprentis, il y en a 460 hein, dans l'éducation nationale. Et ça fait peur. J'ai jamais vu ça. Ça ne m'est jamais arrivé, même avant d'être recteur. Voilà, il y a quand même, à un moment donné, une vraie ambition à porter, alors sans se mettre en concurrence, parce que tous les dispositifs de formation sont importants. Et c'est d'autant plus vrai ici que, par exemple, sur la partie éducation nationale, on a 60%
d'établissements publics et d'écoles, et 40% d'écoles et d'établissements privés. Donc on sait faire les choses. La question se pose un peu autrement sur la question qui aujourd'hui est liée à l'apprentissage, qui est liée à la formation continue, avec tout un ensemble de dispositifs. Et nos amis des branches professionnelles, on travaille beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a encore ici par rapport aux interventions d'hier. Non, peut-être pas. Il y a aussi quand même des dispositifs consulaires et de branches qui sont en nombre très important et qui pèsent très lourd sur la formation. Donc comprenez bien que si on n'y répond pas dans une dynamique très volontariste, mais surtout, voilà, en disant, attendez, on ne va pas jouer une concurrence effrénée, mais il faut quand même qu'on existe. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que dans le premier degré, on perd des élèves, et globalement on les perd parce qu'on ne fait plus d'enfants ou il n'y a plus suffisamment d'enfants dans certains territoires. Donc c'est une question vraiment de démographie, hein. Voilà, dans le premier degré, on a perdu 9200 élèves sur les 5 dernières années. On va en perdre 10 000 sur les 3 prochaines. 20 000 gamins, voilà, en moins. 20 000 en moins. En 8 ans, 7 ans, 8 ans. Alors, ça ne pèse pas trop sur la métropole rennaise. Le Morbihan arrive à peu près à tenir pour l'instant, mais alors là, après, en Côte-d'Armor et dans le Finistère, voilà. Donc ça veut dire que derrière, il y a les lycées, enfin, il y a les collèges, puis il y a les lycées. Et après, quand on est arrivé au lycée, il y a qui derrière? Voilà. Donc le travail qu'on a à faire, c'est maintenant, c'est pas demain, parce que si c'est demain, c'est trop tard. Enfin, excusez-moi de parler un peu cash, mais c'est comme ça. Hein. Moi, je préfère. Bah oui, je préfère. Bon, ça, c'était un premier point dont je voulais parler. Alors, 22 spécialités. Deuxième sujet, 22 spécialités, un maillage territorial qui est très, très fourni. C'est vrai aussi pour les filières professionnelles, hein, en lycée. Sauf que quand on a un maillage territorial très fourni, c'est à la fois un avantage, on peut rayonner, on peut offrir au plus près des personnes qui n'ont pas trop envie de bouger ou qui ne peuvent pas trop bouger, on peut offrir des réponses. Mais lorsqu'on a une dynamique démographique qui est insuffisante, soit on est très attractif et il y a un beau rayonnement, ce qui est vrai, et on attire, soit à un moment donné, parce qu'on a un maillage territorial qui est très, très, très grand, et que du coup, on a des structures qui pourraient devenir plus petites. Voilà. Pour l'heure, il n'y a pas péril en demeure, on est plutôt d'ailleurs dans une belle attractivité, un très, très bon rayonnement. Les filières professionnelles et technologiques attirent énormément. Voilà. Donc, il y a toujours une envie d'aller en STS et en IUT, hein, on le sait. Et on le sait particulièrement ici. Donc, des forces importantes qui nous permettent à la fois de renforcer l'attractivité de l'offre, beau maillage, robuste, en même temps qui permettent de conforter les postes. Quand même, hein, voilà, il y a des professeurs, donc c'est important aussi de le rappeler. Et puis en même temps, ça permet de sécuriser les parcours des élèves, c'est important aussi de le dire. Et donc des parcours d'étudiants aussi. Voilà. Donc, troisième sujet qui me paraissait être important de rappeler. Et puis, parce que je suis recteur chancelier et que c'était quand même la thématique de ces assises, de ces premières assises de ce type, avec le scolaire et le supérieur, donc on a ce beau sujet de la stratégie de développement des parcours des bacheliers technologiques en IUT. Donc vous savez, il y a une stratégie nationale, il y a une stratégie académique. Vous le savez d'autant mieux que vous êtes là depuis bien plus longtemps que moi. Et vous savez que ce travail, donc ici, est particulièrement robuste, intéressant. Alors, on s'est mobilisé. On est passé de 2014 à 2018 de 24,2% à 26,6%
voilà, de bacheliers technologiques dans les formations d'IUT. Donc, je peux que saluer la progression. Voilà. Je peux que saluer la progression. Où j'ai toujours une posture un peu restrictive, parce que quand on progresse, il faut toujours continuer à progresser, c'est que, globalement, c'est 31% au niveau national. Et, pourtant, nous sommes les premiers de la classe, donc nous avons des bacheliers de très grande qualité, puisque nous sommes les premiers de la classe. C'est-à-dire qu'on a un taux d'accès au bac qui nous positionne largement au-dessus de la moyenne nationale. En revanche, un taux d'accès à l'enseignement supérieur qui nous positionne pas vraiment très bien, même si ça progresse. Et même si on est à la moyenne nationale, c'est insuffisant, puisque globalement, on est les premiers de la classe en bac général, bac technologique, bac pro. Ça veut donc dire que si on est le premier de la classe, on a des profils de bacheliers qui sont bons et qui sont donc prêts à aller dans l'enseignement supérieur. Ça veut donc dire que 31% en moyenne nationale, 26,6% ici, ce n'est pas encore suffisant, alors qu'on a une ressource de bacheliers qui est, en termes de qualité vis-à-vis de l'indicateur taux de réussite au bac, qui, de ce point de vue, est d'une grande qualité. Donc, recteur-chancelier, les deux là, ça m'interroge. Pourquoi nous, on n'arrive pas à faire mieux alors qu'on a des bacheliers qui réussissent mieux que partout ailleurs? Ou au moins à la moyenne. Alors déjà, si on était à la moyenne, ça serait moyen, mais au moins. Vous voyez? Voilà. Je parle aussi cash, hein, c'est pas... Mais je salue quand même le travail et la mobilisation, puisque globalement, on a quand même gagné 2,4. 2,4 en 4 ans. Donc ça veut dire que le boulot qu'on fait, il permet de progresser. Mais on est parti de loin, donc ça veut dire qu'on a encore des progrès à faire. Et c'est d'autant plus vrai que nous avons les meilleurs bacheliers de France. Il n'y a pas de... Et en plus, c'est vrai pour le bac technologique aussi. Voilà. Alors, vous félicitez pour la mobilisation, quand même, parce que globalement, voilà, depuis 2017, les 8 pôles territoriaux qui mènent une réflexion très forte, beaucoup d'échanges dans les pratiques, vous produisez des ressources, voilà, vous renforcez les liens, les assises montrent bien qu'on avait besoin, y compris de se retrouver à une échelle régionale académique. Moi, je regardais un peu ce que, voilà, quelques dispositifs que vous avez mis en place. Les journées d'immersion, on m'a dit qu'elles marchaient voilà, vraiment très très bien, que c'était un très bon levier. Vous avez expérimenté sur les filières STMG avec des modules de préparation à l'entrée, à l'entrée donc pour nos terminales en entrée en IUT. Vous avez travaillé par rapport à l'entrée en IUT GEA, par exemple. Il paraît que là aussi, ça donne des choses intéressantes, plutôt positives. Donc moi, je peux que, franchement, m'en réjouir. Vous travaillez aussi l'accompagnement renforcé sur la première année d'IUT. Donc ça aussi, c'est voilà, des pistes importantes, parce que c'est bien d'y aller, c'est encore mieux d'y réussir. C'est vrai pour l'expérimentation Bac Pro STS, voilà. Donc ce qui est important aussi, c'est d'amener vers la réussite. Et puis la loi orientation et réussite des étudiants, ce sont les deux volets. C'est accéder et réussir. Enfin, on le rappelle quand même, voilà. Et puis je sais que les inspecteurs sont très très mobilisés, voilà, notamment dans le cadre de journées pédagogiques en STMG, en STI 2D, voilà, pour essayer d'analyser, de comprendre, de travailler sur les référentiels. Et ça, moi, je trouve que c'est voilà, un très très bon levier. Travailler sur l'évolution des diplômes, travailler sur l'évolution du baccalauréat, donc des filières de formation, travailler sur les référentiels, les partager, comprendre ce qu'il y a derrière,
travailler à une culture commune. Moi, je le dis toujours, hein, voilà, ce qui est important, c'est qu'avec les professeurs, on s'entende sur la question de compétences. C'est quoi les compétences nécessaires pour réussir dans un parcours de 5 ou 6 ans qui commence en classe de seconde et qui se termine avec l'obtention du diplôme de premier cycle du supérieur? C'est ça le sujet. Et personne ne peut être prescriptif. En revanche, il faut aller voir que sont les compétences qui sont décrites dans les programmes des filières technologiques. Qu'est-ce que les compétences qui sont certifiées par l'obtention d'un DUT? Et là, déposées au registre national de certification professionnelle. Donc ça veut dire que, voilà, il faut qu'on soit très au clair. Et donc, avoir une bonne analyse de ce que sont ces compétences pour se dire, au fond, attends, les compétences, elles ne vont pas se construire uniquement en 2 ans, quoi. En tout cas, pour une grande partie d'entre elles. Donc, quelles sont celles qui vont avoir besoin d'être mises en perspective dès la classe? Voilà. Alors, dès la classe de seconde, parce que je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse aussi, et que vous savez que, voilà, il y aura des enseignements un peu particuliers pour préparer les choix d'enseignement de spécialité, ensuite en première et terminale, mais voilà, donc, en tout cas, plus sûrement à partir de la classe de première. Il faut qu'on réfléchisse un peu à ces compétences, pour qu'elles soient développées, alors à la fois pour avoir le baccalauréat, mais surtout pour se projeter et se dire, mais attends, mais moi je suis armée quand même. Une éducation au choix d'orientation, c'est quoi? C'est pour les élèves se connaître très bien eux-mêmes, donc il faut à un moment donné qu'ils connaissent leurs atouts. Voilà, qu'ils soient capables d'exprimer leurs envies, mais pour ça, pour dire de quoi j'ai envie, il faut que je connaisse. Et que je connaisse quoi? D'une part les champs d'activité professionnelle ou les métiers, et d'autre part, les parcours de formation qui y amènent peut-être un petit peu plus sûrement. Voilà. Donc notre boulot, c'est bien de réfléchir à ces référentiels, de bien les partager, de bien comprendre, de bien connaître, et dans la transformation didactique et pédagogique, qu'on soit au clair sur un continuum qui permettrait de se projeter pour une partie, mais pas en filière technologique, pour les 100%, qui leur permettrait de se projeter soit vers les STS, mais aussi vers les IUT. Hein? Et puis moi, ça me permettrait aussi de jouer la carte des parcours vers les écoles d'ingénieurs, quoi. Un peu plus. Ça serait bien. Bon. Donc, on va basculer de nos 8 pôles pour qu'ils puissent intégrer les 7 réseaux. Donc, de lycée avec l'enseignement supérieur. Donc, il y a ce sujet qu'on a à traiter de phasage sur cette nouvelle organisation du pilotage donc pédagogique et du système éducatif en Bretagne, qui est que globalement, voilà, il y a ces 7 réseaux qui sont installés. Et ce sont ces 7 réseaux qui permettront de faire le lien entre la stratégie académique qu'on partage, SCO et SUP et SCO, donc notre stratégie académique, et puis des focus, voilà, en déclinant dans les réseaux pour voir un petit peu mieux ce qui s'y passe. Et puis à l'intérieur des réseaux, on va être doté de toutes les informations utiles. Donc là, on va vraiment travailler beaucoup sur le développement d'indicateurs, de tableaux de bord, etc. pour qu'à l'intérieur de chaque réseau, on sache où on en est de cette affaire. Donc, on pourra le faire que parce que vous êtes mobilisés depuis de nombreuses années et que vous savez déjà faire. Hein, voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus sur cette relation entre la stratégie globale et le ciblage, voilà, en ayant une autonomie d'action dans les réseaux. Hein, l'objectif, c'est vraiment ça. On s'empare de la feuille de route académique, mais on a une autonomie dans les réseaux parce qu'on a peut-être des spécificités. Vous le savez, la réforme du lycée va nous donner quand même quelques billes, hein, sur l'éducation au choix d'orientation, sur les semaines de l'orientation, sur le travail avec les professeurs principaux, voilà, avec les ambassadeurs. Donc on va avoir quelques billes supplémentaires dans ce domaine, mais enfin, moi je pense que plus sûrement c'est le travail au plus proche des équipes, donc les équipes d'enseignants et d'enseignantes, et d'enseignants-chercheurs évidemment. Vous dire aussi que,
évidemment, les IUT ne se résument pas, même si j'ai collé un peu, évidemment, aux thématiques de ces acides, mais voilà, moi j'ai toujours dit que les IUT, surtout dans ces moments très très profonds de grandes mutations par des transformations technologiques fortes, les IUT doivent aussi être très très présents sur les questions de recherche, d'innovation, de transfert de technologie. Nous devons y être très très fortement aussi avec, je dirais, nos plateformes qui sont aussi communes, qui doivent nous permettre voilà, d'être dans cette dynamique avec le monde économique. Donc de la recherche de qualité, avec cette idée qu'on contribue dans ces moments de profonde mutation sur les sujets d'innovation et de transfert de technologie. Donc les IUT, il faut aussi les repositionner sur ces questions, au fond, d'économie de la connaissance, d'autant que, vous le savez, il y a quand même de très fortes attentes dans le développement économique de la région Bretagne. Et ça me permet de faire le lien aussi avec un autre sujet sur lequel je terminerai, ce sont les campus des métiers et des qualifications, puisque les IUT sont très engagés dans cette dynamique avec les lycées, mais aussi avec les branches qui sont très investies dans ces campus. Et puis bien sûr les universités de manière plus générale en dehors même des IUT. Campus qui aujourd'hui, alors vous savez qu'on en a 4, bon, il y en a 2 qui sont très profilés très rapidement pour basculer dans le nouvel appel à projet campus d'excellence, parce qu'ils ont déjà, voilà, ils sont au rendez-vous du cahier des charges. Donc c'est le nouveau campus bâtiment durable en Bretagne, dans lequel on a les fédérations du bâtiment qui sont aussi avec nous, donc les chercheurs, les dispositifs de formation, enfin voilà, il y a tout le monde qui est rassemblé. Bâtiment durable en Bretagne, qui basculera assez facilement, je dirais, voilà, sans doute dans cette... Il est déjà labellisé, mais l'idée c'est qu'il puisse être labellisé campus d'excellence. On a un peu renforcé la partie formation professionnelle, parce que c'est vrai que souvent on a pensé qu'aux formations de niveau 3, or il faut avoir le continuum, quoi. C'est 5, 4, 3, 2, et pourquoi pas 1, et surtout pourquoi pas 1. Ce qui veut donc dire que les campus des métiers et des qualifications, c'est pas uniquement avec les lycées professionnels, hein. Sinon on ne peut pas penser le niveau, voilà, 3, 2, 1, hein, voilà, dans le continuum aussi. Donc, et notamment 2 et 1. Donc il y a du lycée technologique et il y a du lycée général, évidemment. Le deuxième, c'est évidemment usage et technologique du numérique qui est plutôt basé à Lannion. Voilà. Et puis on est en train de travailler en ce moment avec le campus des métiers et des qualifications de Brest, des industries de la mer, voilà, qui a fait un gros effort de gouvernance. On y est de nouveau très présent. Ce qui va permettre là aussi de réfléchir au cahier des charges. Et puis on aura un travail aussi à faire sur le campus des techniques et technologies alimentaires de Quimper. Donc on voit bien que à la fois il y a ces campus, il y a nos réseaux, parce qu'il ne faut oublier personne, donc nos réseaux de lycées avec l'enseignement supérieur. Et vous savez très bien que dans les directoires, l'enseignement supérieur est présent. Parfois avec 2 personnes, parfois 1 personne, c'était plutôt 1 au départ, mais on s'est aperçu que voilà, souvent il y avait besoin de 2 représentants et que les représentants du supérieur sont toujours présents. Voilà, tous ces exemples montrent que ça foisonne, qu'il y a un beau rayonnement des IUT, qu'on a un beau sujet de relation entre le scolaire et le supérieur. Voilà, je voudrais juste finir par une citation de Gandhi. Il disait « La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même ». Au fond, c'est génial, c'est juste notre boulot. Permettre aux jeunes, voilà, de pouvoir à un moment donné tirer le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils ont quand même besoin un peu d'être accompagnés dans cette longue conquête. Et puis une conquête qui ne s'arrête pas que chez les jeunes, hein, elle est vraie partout. Donc merci infiniment, voilà, de cette belle dynamique. Et puis, vous le savez, hein, je serai évidemment très présente. Vous êtes présents dans la commission de l'enseignement supérieur, on travaille beaucoup ensemble. Donc, très présente, évidemment, pour voir un petit peu comment tout ceci continue dans la dynamique qui a été créée depuis 2015 et accélérée depuis 2017. Voilà. Merci beaucoup.